À son égard, parler de révolutionnaire sans galvauder le terme quand on se réfère au traitement du syndrome hémolytique et urémique. Et nous avons la chance en francophonie d'avoir de leaders mondiaux, on peut le dire, hein, de cette maladie, à la fois dans la recherche, le débroussaillage, dire, génétique compliqué de cette maladie, et la clinicienne qui est Chantal Loira. Alors je ne sais pas qui commence, mais vous avez la parole toutes les deux pour faire le point sur le SAQ. Voilà, bonjour. Donc on va vous faire un petit tour. Et la première diapo, elle ne ment pas. En vous parlant des progrès qui ont été faits dans le syndrome hémolytique et urémique, moi je suis bien placée pour dire que c'est l'histoire d'un rêve devenu réalité. J'ai vécu pendant 30 ans à essayer de m'occuper de patients sans aucune thérapeutique vraiment efficace et sans d'ailleurs comprendre à quoi était due cette maladie. Et puis, grâce au travail de la recherche, et donc en France de Véronique, qui est à côté de moi, Véronique Removacci, avec en plus ce qu'elle a réussi à faire, c'est-à-dire la collaboration avec ses rivaux et amis, essentiellement une équipe équivalente en Angleterre, en Italie et en Espagne, à faire formidablement avancer les choses pour qu'enfin on comprenne. Donc, d'une maladie à laquelle on ne comprenait rien, on est passé à une maladie qu'on comprend. Et à partir du moment où on a compris, il y a eu un traitement. Et donc, quand je dis que c'est un rêve devenu une réalité, je ne mens pas. Finalement, un an avant que je parte à la retraite, il y avait un traitement. Ce n'est pas donné à tout le monde, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, ça faisait fort longtemps qu'on savait bien que ce fichu syndrome hémolytique et urémique était lié sûrement à quelque chose, mais on ne savait pas quoi, qui s'attaquait aux petits vaisseaux. Vous voyez là l'intérieur d'un petit vaisseau. Normalement, dans nos vaisseaux, les plaquettes que vous voyez, cette chose bleue, les globules rouges, circulent bien tranquillement, vont irriguer entre autres nos reins. Il se passait des espèces de caillots de plaquettes, qu'on appelle des thrombis. Les globules rouges, du coup, se cassaient là-dessus, il y avait de l'anémie, donc les plaquettes diminuaient, il y avait de l'anémie, et puis les vaisseaux se bouchaient, leur paroi, qu'on appelle l'endothélium, était tout gonflé, tout abîmé, et du coup, les viscères, les organes, et en particulier les reins, n'étaient plus bien irrigués, d'où la destruction des reins, et en plus, quand on faisait une greffe, la maladie retouchait à nouveau la greffe, vraiment quelque chose de, on peut dire, diabolique. Là-dessus, Véronique est arrivée, donc je vous la passe. C'est pour moi une grande joie d'être ici et je vous dirais, le lien qui a été fait était de trouver que chez ces patients, il y avait un lien avec le complément et je me suis spécialisée dans mes études sur l'exploration des protéines du complément. Mais plus exactement, je me suis spécialisée sur les fonctions classiques des protéines du complément, c'est-à-dire éliminer les microbes. Le complément est activé en permanence, il faut transformer une molécule qui circule, qui s'appelle le C3, qui ne sait rien faire, en une molécule très puissante, bioactive, qui est le C3b. Mais ce C3b, qui est activé en permanence, est utile pour tout le monde, pour éliminer les microbes, car il va recouvrir ce microbe, le C3b va recouvrir les microbes, et ces microbes vont ensuite être éliminés par les cellules phagocytaires, nos cellules de la défense immunitaire. Mais malheureusement, je dirais, malheureusement et heureusement, si, je dirais, ce C3 est là en permanence pour être clivé à bas bruit, pour être toujours là et toujours prêt pour vous défendre, l'ensemble de vos cellules, et en particulier les vaisseaux, vont se recouvrir de C3. Et afin d'éliminer ce C3b à la surface, vous devez avoir, et nous avons un grand nombre de protéines de régulation du complément qui éliminent ce C3b à la surface, et c'est ce qui explique l'importance de ces protéines. Diapositive suivante. Nous savions déjà depuis très longtemps qu'il y avait un lien entre le C3 et, je dirais, le syndrome hémolytique et urémique atypique, puisque dès 1973, il y avait des cases reports, c'est-à-dire des histoires cliniques de patients un peu isolés, qui signalaient que chez ces patients, il y avait un taux de C3 bas. Mais la recherche a fait un bond faramineux. Donc, entre les années 1998 et 2003, quant à l'initiative de l'équipe anglaise de Tim Gottlieb, il a mis en évidence des mutations chez des patients qui avaient un C3 tout à fait normal. Et c'est à ce moment-là qu'on a débuté, où j'ai débuté ma carrière hospitalière en solo, pour pouvoir reprendre et se tourner de la pathologie classique vers la pathologie rénale. Et donc de ce fait,
Ensuite, après avoir screené les mutations de H qui signaient un problème de défaut de protection, la protéine MCP. Puis, à la réflexion, ce sont des protéines du complément, et là je reprends mon rôle de complémentologue. Moi je me suis dit pourquoi pas aller vers les protéines, d'autres protéines du complément, et donc des mutations ont été mises en évidence sur le gène du factory. J'ai fait de l'immunologie, je me suis donc tournée vers les anticorps, et donc nous avons mis en évidence des anticorps anti-factor H, puis ensuite, sur le même principe, des anticorps, des mutations sur le gène de C3, puis sur le gène de B. Je vous dirais que ces anomalies génétiques sont identifiées dans les cohortes françaises, donc il y a un de vous qui doit avoir une de ces mutations-là. Et ces derniers travaux ont permis de dire que ce n'était pas uniquement un défaut de protection des membranes, mais aussi un défaut d'activation du complément. De ce fait, on a été quand même un petit peu à court d'idées, puisqu'on a screené tout ce qui était facile. Malheureusement, la génétique, ensuite, c'est un petit peu compliqué, car il a fallu utiliser des nouveaux outils pour identifier des anomalies génétiques beaucoup plus complexes qui nécessitent une technologie plus puissante. Tout ça, c'était une stratégie gène candidat. L'observation principale des défauts de C3 nous a amené à confirmer qu'il s'agissait bien, je dirais, des anomalies du complément. Et quand on n'a plus d'idées, on s'est tourné vers les nouvelles générations de séquences, dont vous allez avoir un topo cet après-midi, qui, sans avoir d'a priori, ont cherché d'autres gènes qui pourraient être impliqués dans la maladie. Et à partir de la cohorte française qui a été constituée, avec l'aide d'une étude américaine, nous avons identifié un nouveau gène qui n'est pas un gène du complément, qui est un gène intracellulaire qui doit avoir un rôle dans l'activation et en rendant les cellules pro-régulantes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour 70% des patients qui présentent une forme atypique de SHU, il existe une anomalie sur un des gènes de protéines du complément. Cette diapositive résume un petit peu ce qui se passe. Si vous n'avez pas de facteur H, si vous n'avez pas de factory, ou si au contraire vous avez une enzyme très active, ce que vous faites, c'est que vous laissez former à votre surface une enzyme capable de cliver un petit peu plus que la normale, la plupart du temps, des dépôts de C3b, qui de ce fait permettent la formation d'une nouvelle enzyme. Cette nouvelle enzyme clive une autre protéine qui s'appelle le C5 pour former un complexe d'attaque membranaire. Son nom porte bien, il attaque votre membrane. Et en attaquant votre membrane, il transforme votre cellule en une cellule procoagulante qui va être capable d'accrocher, je dirais, la fibrine et donc faire un thrombus de cellules. Ces lésions endothéliales, comme vous le voyez, il existe un facteur important, c'est le C5. Diapositive suivante. Et nous avons eu la chance, dans le même temps, d'avoir une entreprise qui a développé un anticorps monoclonal qui s'appelle l'éculizumab ou Soliris. Cet anticorps éculizumab bloque le C5, c'est-à-dire en présence de ce médicament, c'est réellement un médicament, le C5 ne peut plus être clivé. C'est-à-dire que l'affinité de cet anticorps est beaucoup plus forte, 100 fois au moins plus forte, que l'affinité de ce C5 pour cette cellule, pour cette nouvelle enzyme. De ce fait, malheureusement, nous ne traitons pas la phase initiale de la maladie, on n'arrête pas l'activation. Vous avez en permanence ce dépôt de C3 sur la cellule membranaire, mais ce qui vous rend malade, c'est cette activation par le complexe C5b9, et de ce fait, ce nouveau médicament a le potentiel de stopper l'activation du complément. Diapositive suivante. Et donc, de ce fait, je passe la parole. Voilà, donc on était en 2008-2009, et ce médicament a commencé à être utilisable. Alors, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Les choses ont été très vite, et vous voyez, il y a aujourd'hui rapporté dans les journaux internationaux dans lesquels il est très difficile de raconter des malades, et dans les congrès internationaux, 162 patients qui ont été traités par Soliris, pour certains dans le cadre de protocoles, c'est-à-dire d'une manière très, très rigoureuse et stéréotypée, 100 d'entre eux, et 62 en dehors de protocole. Donc vous voyez, c'était beaucoup d'adultes, parce que les premiers essais ont été réservés aux adultes, des enfants, beaucoup traités pour leur maladie initiale, ce qu'on appelle le FUS sur les reins natifs, c'est-à-dire ses propres reins, mais aussi 43 pour récidive après greffe, et 13 qui ont été traités avant même d'avoir une greffe pour empêcher la récidive. En France, pour vous donner une idée, on a connaissance de presque 400 patients atteints de syndrome hémolytique urémique atypique. Vous voyez, 215 adultes, 160 enfants. Il y a 20 à 40 nouveaux cas par an. Et environ 160 d'entre eux ont été traités par l'éculizumab. Donc, ça n'est pas un cas par-ci par-là. C'est maintenant de très grosses cohortes. La suivante. Et donc, si on regarde l'ensemble des résultats, quand on parle d'un rêve de réalité, ça n'est pas que des mots. Vous voyez qu'il s'agisse d'un traitement donné pour soigner le CHU initial sur les reins propres du patient,
patients ou pour traiter une récidive après greffe, attitude qui est adaptée chez l'adulte chaque fois que le diagnostic est certain. Et de même, compte tenu du drame qui est une récidive après greffe, qui détruit le plus souvent le patient, chaque fois qu'un patient est à très haut risque de récidive, c'est le cas quand le patient soit déjà perdu les premières greffes par récidive et qu'il a une mutation du facteur H ou C3-ADP en particulier, de plus en plus l'éculizumab maintenant est donné pour prévenir la greffe, c'est-à-dire on commence juste avant d'aller au bloc opératoire pour prévenir la greffe. Et il y a des résultats absolument fantastiques dans ce domaine. Globalement aussi, c'est un médicament qui est bien toléré. Il n'y a pas à se cacher que le risque, quasiment le seul, c'est les infections à méningocoque, car on a besoin du fameux membrane d'attaque pour s'attaquer au méningocoque. Donc la vaccination est obligatoire, elle ne couvre pas complètement les malades. Et on sait que par exemple sur les 100 patients inclus dans des protocoles, il y a eu un patient qui, malgré la vaccination, a eu une infection à méningocoque. Et en France, sur les 160 cas traités, il y a eu un patient. On sait que le risque est d'à peu près une infection à méningocoque pour 200 patients traités. La suivante. Et je vous montre juste là quelques exemples. Ça, c'est le premier essai. Les 2 premiers essais, les patients devaient être sous échange plasmatique ou perfusion de plasma depuis pas mal de temps. Donc des traitements assez tardifs. Mais vous voyez en haut les plaquettes. Vous voyez, on démarre autour de 100 000. La norme, c'est supérieur à 150 000. Et vous voyez que dès la première semaine, l'échelle est en semaine, vous voyez les plaquettes qui grimpent et qui ensuite sont stabilisées. Et on sait que c'est la moitié des patients qui, dès la première injection, normalisent leurs plaquettes en quelques jours. En bas, c'est les fameuses LDH, qui sont un signe qui est c'est un taux qui est augmenté chaque fois qu'il y a une destruction des globules rouges. Et vous voyez que le taux qui est autour de 350, c'est-à-dire trop haut, là aussi diminue, moins vite que les plaquettes n'augmentent, mais quand même très très rapidement. Et vous voyez que le délai moyen de normalisation est de 14 jours. La suivante. Et ça, c'est dans ce même essai, donc des patients traités relativement tard. Ils étaient traités en moyenne au bout de presque un mois d'échange plasmatique. Vous voyez que, alors, GFR ou DFG, c'est filtration glomérulaire, c'est-à-dire c'est le travail du rein, la qualité du travail du rein. Normalement, la clairance, elle doit être autour de 90, normalement, on appelle ça la clairance. Et vous voyez que, ça c'est l'augmentation. Donc vous voyez que dès le T0, c'est-à-dire la première injection, vous voyez que dans les 4 premières semaines, l'amélioration de la fonction rénale, qui va se poursuivre en tout cas au moins jusque vers 26-28 semaines, vous voyez, donc sur 6 mois, et puis qu'ensuite est parfaitement stabilisée, si bien que ces patients qui partaient, vous voyez, d'un travail du rein à 23 de filtration glomérulaire pour une norme supérieure à 90, vous voyez que malgré, dans ce premier essai, une mise en route relativement tardive du traitement, il se retrouvait avec une clairance à 56, c'est-à-dire ce qui est très bien. Ceux qui étaient en dialyse, pour la plupart, sont sortis de dialyse, et si bien qu'au bout de 2 ans de traitement, il n'y en avait que 12% qui n'avaient pu sortir de dialyse, c'était tous des malades pour lesquels le traitement avait été commencé tard. Et dans tous les essais, il y en a eu 4, l'observation a été que plus le délai entre le début de signe de chute et le début du traitement était court, plus on gagnait de la fonction rénale. C'est très important. La suivante. Et je vous montre juste les 2 derniers essais où là les patients ont été traités plus vite et où c'est le premier essai pédiatrique. Vous voyez à gauche 22 enfants qui ont été traités en moyenne après 6 jours après le début. Certains, vous voyez, dès le premier jour, en dessous, à peine 24 heures découlées par rapport au début de leur maladie, allant jusqu'à 4 mois pour certains. On voit qu'en pédiatrie, la moitié de ces enfants ont été traités d'emblée par l'éculizumab, sans échange plasmatique au préalable. Et vous voyez qu'ils partaient de filtration glomérulaire 33 pour une norme que je vous disais supérieure à 90. Et vous voyez que le gain moyen est de 64, c'est-à-dire une majorité se retrouve avec une fonction rénale normale. Chez l'adulte, vous voyez, traité plus tard, 15 jours, c'est le dernier essai chez l'adulte, encore pratiquement tous, vous voyez, avec des échanges plasmatiques au préalable, puisqu'il n'y en avait que 15% qui n'avaient pas eu d'échange avant, donc traités plus tard, ayant déjà eu le temps de pas mal abîmer leur rein, avec du coup une fonction rénale, vous voyez, 17 de clairance, c'est franchement une insuffisance rénale très profonde, où là, le gain est moins bon, vous voyez, il est de 29. Mais quoi qu'il en soit, et du coup, vous voyez qu'en pédiatrie, il n'y avait que 9% des enfants qui étaient en dialyse 6 mois après le début,
Alors que de manière naturelle, on est autour de 30 à 40%, sauf dans un pays où je pense que maintenant, tous les patients qui peuvent bénéficier de ce nouveau traitement en bénéficient, ce qui est loin d'être le cas partout sur la planète. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Il y a de nombreuses pistes. Je dirais, il y a de nombreuses pistes, de nombreux médicaments qui sont en développement. Le développement, malheureusement, coûte extrêmement cher. Mais je dirais, le complément, c'est une cascade d'activation. Et donc, le souhait des nouvelles thérapeutiques, c'est de bloquer, je dirais, au tout début de cette activation. Donc, vous avez des médicaments qui vont augmenter votre capacité à mieux réguler. Donc, ils vont vous donner du facteur H en meilleure forme. Ils vont des médicaments qui vont vous permettre que vos régulateurs médicaments vont se mettre au site du rein et pas n'importe où. Le but, c'est de soigner, c'est une maladie rénale, et donc c'est de soigner le rein. Donc il y a des médicaments qui vont se glisser et qui vont aller cibler des molécules au niveau du rein pour pouvoir être actifs. Il y a des médicaments qui vont arrêter la cascade d'activation pour être plus actifs en phase initiale. Donc il y a un potentiel, je dirais énorme. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur tous ces médicaments. Vous avez encore du travail pour de nombreuses années. Merci encore à toutes les deux.